Ouais, ça va, tranquille. Ouais, bon, là, j'étais Bah, en bien, ouais. soirée, bon, je vais rester un peu 5-10 minutes. C'était juste le temps un peu de parler avec toi, quoi. Ben, ça fait plaisir de t'avoir en vocal, tu vois. Hmm. Bah, je sais que tu avais parlé, par exemple, au celui qui tient la chaîne Xavier School. Ouais. Et tu t'avais fait aussi un petit vocal avec quelqu'un qui tient la chaîne Philosophie Fier Stahl, je crois. Oui, oui, surtout que je l'ai déjà rencontré, hein. C'est un bon ami, effectivement, ouais. Et en plus, il me semble que tu habites en Lorraine et lui à Strasbourg, hein. C'est peut-être pour ça que tu as pu le voir. Bah, en fait, en gros, j'ai une habitation près de Châtellerault. En fait, je suis né en Lorraine. J'ai une habitation à Châtellerault et une dans le sud. Et en ce moment, je suis dans le sud parce que bah, mon camarade fait une campagne politique. Du coup, bah, je suis avec lui actuellement, quoi. Le temps d'être dans le sud. Après, je repartirai dans le centre, sûrement. Hmm. Et t'es où exactement dans le sud? Quel département? Le 13, Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence, Istres, Aix-en-Provence, tout ça. Ah oui, justement, parce que cette vidéo que tu m'avais fait, ce que tu avais fait sur Mila, en fait, ça m'avait plus ou moins intéressé parce que c'est un peu la nouvelle qu'on traite aujourd'hui, cette semaine, on va dire. Et, et en fait, les gens j'ai l'impression que ça les choque, hein, que le milieu féministe, cosmopolite et également LGBT ne soutiennent pas Mila. Et je Bah, trouve que, c'est une surprise, oui, non, dans le sens où s'ils vont prendre parti, ils risquent d'avoir beaucoup de conséquences déjà par le simple fait que bon, Mila, en fait, c'est vraiment la néo-féministe, la petite féministe réac de Twitter, qui emmerde les fachos, qui veut pas d'étiquette politique, mais qui est bien contente de voter Mélenchon, tu vois, au premier tour. Euh, hmm. donc, euh, et, et franchement, honnêtement, hein, en toute sincérité, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, on n'a pas vraiment envie d'avoir une image d'une militante comme Mila, tu vois. C'est vraiment le truc qui discrédite plus qu'autre chose, tu vois. Ah oui. Et surtout que nous, en fait, le problème, c'est que quand je vois toute cette extrême droite qui vient à la rescousse de Mila, ça me choque un peu parce que quelque part, ils vont se dénaturer. En plus de ça, on va passer pour des hypocrites parce que à longueur de temps, l'extrême droite, on a véhiculé une image de xénophobe, tu vois, et Bah, antiféministe. xénophobe, antiféministe, patriarcal, bon, un petit peu toute la panoplie qu'on a, quoi. Hein. Et c'est assez marrant parce que tout à l'heure, je discutais avec un ami parce que bon, il m'a aidé pour le montage là, pour deux trois trucs, et il me disait en fait les plus persécutés, ce sont ceux vraiment de l'extrême droite, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de donner notre définition, par exemple, même du national-socialisme ou diverses choses, qu'on est directement catégorisé de fasciste. Alors que Hum, les autres, on leur laisse quand même le temps de parole, tu vois, c'est-à-dire que un gaucho qui va se plaindre, on va quand même lui laisser le temps de parole, même si on va répondre après, alors que nous, on n'a pas le droit, en fait, tu vois. Et il a pas tort, en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression que les plus persécutés, en fait, c'est nous-mêmes. C'est les gens qui laissent la tolérance. Ils nous prônent la tolérance à tout va, alors qu'en fait, ce sont les pires. Hein. hum. Ouais. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, mais ça, à la rigueur, ça, je pense que c'est parce que je pense qu'il y a une lame de fond qui fait tout pour qu'on soit ostracisé afin de faire cette société ultra égalitaire et ultra cosmopolite. hmm. Voilà. Il y aura un retour de flamme, c'est qu'on va finir par revenir à nos, on va plus redevenir plus ou moins nationaux au fil du temps. Bah, disons que moi, je pense personnellement déjà que 2022 enfin déjà 2019 était une révélation, mais 2020, c'est quelque chose qui va on va dire c'était un petit peu 2019 c'était un petit peu les préludes, et puis 2020 on va vraiment attaquer dans l'art au niveau politique. D'ailleurs c'est pas pour rien que Marine Le Pen a dit officiellement qu'elle allait se présenter, c'est parce qu'elle a très bien compris. Nous de notre côté par exemple on a reçu des tracts où pour les fêtes de Pâques, Noël, etc., on va aller tracter, alors que bah, il y a 5 ans en arrière, ça se faisait pas du tout, c'était mal vu, tu vois. Et c'est parce que les gens, ils ont vraiment compris qu'il y a peut-être moyen de faire passer quelque chose. Et du coup, j'ai l'impression que, tu vois, ça se libère plus facilement, qu'il y a vraiment une volonté de gagner cette fois-ci, tu vois. Non, mais c'est là maintenant, spécifiquement dans cette brèche-là où les gens ils en ont marre de LGBT et de l'immigration et de la société ultra cosmopolite et de tous les avantages qu'on donne à l'islam.
et qu'ils en ont marre aussi également de toute la dégénérescence ambiante, pornographie et tout. C'est justement là qu'il faut donner au maximum et d'aller le plus loin possible. Et donc c'est là qu'on peut essayer d'envoyer du nationalisme dur, tu vois. Et disons, ouais. Disons que par rapport au nationalisme pur, je pense qu'il y aura toujours une sorte de tabou là-dessus, tu vois. Les gens, parce que là, par exemple, ce que j'ai trouvé très intéressant, j'ai vu Laurent Jacobelli, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un camarade à Stéphane Ravier. Stéphane Ravier, c'est un sénateur de Marseille. Et maintenant, même au sein du parti, ils n'utilisent plus le mot nationaliste, ils utilisent le mot nationaux. Pour éviter vraiment, tu vois, d'avoir une mauvaise image, parce que tu dis nationaliste, on va penser au GUD ou à d'autres mouvements qu'il y a eu, tu vois, en Allemagne. Et je pense que c'est pour ça, en fait. C'est parce que ça a tellement une connotation négative qu'ils sont obligés d'essayer de trouver des mots. Et alors moi, par exemple, à titre d'exemple, pour te montrer à quel point il y a même un problème au niveau de l'extrême droite par rapport à ce que tu me disais, le fait que les gens vont être plus ouverts à dire qu'ils sont nationalistes. J'ai fait un tract sur la sécurité où je disais la sécurité est une réalité, c'est une nécessité. Et juste le fait d'appuyer sur ce point de la sécurité qui a toujours été un point important du Rassemblement national, enfin du Front national, la personne qui est censée m'accorder le fait de pouvoir faire ce tract politique m'a dit ah non c'est trop chaud, ça risque de créer une polémique, alors qu'il y a rien de méchant, hein, c'est juste le fait de remettre en avant la sécurité, de dire stop à l'islamisme radicaliste, enfin des choses basiques quoi, tu vois. Du Rassemblement national. Et il suffit de voir d'ailleurs, si un jour tu as le temps, de regarder par exemple les tracts ou les affiches de Jean-Marie Le Pen et celles qu'on fait maintenant au Rassemblement national. Juste ça, tu vas comprendre la problématique. D'accord. Après, j'ai pas trop regardé la différence, mais bon. Mais je trouve que Marine Le Pen, elle dit que l'islam est compatible avec la République. Elle est pas très anti-immigration comme le pouvait être son père. Tu vois, elle défend la laïcité. Elle préfère défendre la laïcité plutôt que le catholicisme. Voilà. Et puis elle veut plus sortir de l'Union européenne. Donc quelque part, implicitement, ça veut dire qu'elle veut plus sortir elle veut plus sortir de l'euro. Donc elle veut plus sortir de l'Union européenne, implicitement. Et donc, il n'y a plus de souverainisme non plus. Donc, il n'y a rien qui est défendu par rapport à ce que voulait défendre son père. C'est du quelque part, défend. Le truc par rapport à l'Union européenne, c'est que grâce justement au Brexit, on a bien vu de toute façon au niveau des statistiques, au niveau de la bourse, au début, ça s'est un peu craché, mais c'était tout simplement parce que les gens arrêtaient d'investir et ont retiré leur investissement, tu vois, sur l'Angleterre. Et même pas une semaine après, ça a commencé à remonter les bourses. Parce qu'en fait, ils se rendent compte d'une chose, c'est que peut-être c'est un pays isolé, donc avec une terre, mais pas rattaché à la France, à l'Italie ou autre, mais qui arrive à s'en sortir juste avec beaucoup d'exports et d'imports. Ils arrivent à bien s'en sortir, tu vois. Ils ont réussi à renflouer et à redonner une vraie valeur à leur monnaie, à leur livre sterling, là. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que moi, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de pays européens d'ici 10, 15, 20 ans qui vont peut-être réfléchir aussi de leur côté à se casser de l'Europe et à essayer de retrouver une certaine souveraineté, tu vois. Et avec tout le mouvement extrême droite, même par exemple aux élections européennes, on s'est rendu compte que tu as vu la droite conservatrice, catholique et l'extrême droite a repris le dessus. Ils sont en majorité par rapport à la gauche. Ça montre qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Cette fois-ci, on peut faire quelque chose, même d'un point de vue catholique, pour remettre des choses en place, notamment le droit de faire une crèche dans les mairies. Pour moi, c'est tout à fait normal. On peut rester dans un pays laïque, mais dans ce cas-là, il faut quand même accepter nos racines chrétiennes, parce que c'est ce qui a fondé la France, en fait. Tu vois ? Il faut carrément aller plus loin. Il faut carrément remettre des programmes comme des programmes religieux dans les écoles. Tu vois ? Obligatoire ou pas obligatoire ? Bah, obligatoire. Pourquoi ? Il me semble que c'est obligatoire chez lui. Parce qu'il y a déjà des écoles privées. Après, effectivement, ça pourrait être intéressant, par exemple, même
le simple fait qu'ils aient supprimé le latin, de le remettre en place, de vraiment redonner une plus-value à ce langage-là, tu vois, parce que c'est quelque chose d'intéressant. C'était quelque chose qui a forgé notre pays parce que ça a permis des diverses langues, le provençal, le patois, etc., tu vois. Et pour moi, ça, c'est vraiment essentiel. Après, le truc, c'est par exemple, moi, je me considère chrétien, mais pas autant pratiquant, c'est-à-dire, je vais pas tous les dimanches, tu vois. Mais je me sens chrétien. Enfin, pour moi, il y a quelque chose, le Christ, j'y crois, tu vois. Mais pour autant, je peux comprendre que des gens soient réticents. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que, disons qu'il faudrait, enfin, après, c'est d'après moi, hein, bien évidemment, si possible, que ça reste laïque, mais qu'il y ait quand même une faveur au christianisme, parce que c'est quelque chose de fondamental dans le pays. C'est comme une constitution, en fait, hein. C'est comme Napoléon, quand il a fait le code civil. Enfin, si tu veux, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré dans la racine française et qu'on doit garder absolument. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Après, toi, je sais que tu es plus dans l'idée de mettre quelque chose d'obligatoire d'un point de vue religieux, mais je pense que déjà, ça serait une très bonne étape qu'on reprenne nos racines chrétiennes, tu vois. Voilà, on pourrait le faire par palier et crescendo, tu vois. Ça peut se faire. C'est possible, oui. Le temps de laisser le temps que la population s'habitue. Le temps qu'ils s'habituent, et puis selon bien évidemment ce qu'ils veulent, parce que bon, bah, c'est le pouvoir pour le peuple et par le peuple, bien si ça leur plaît et qu'ils continuent. Après, s'il y a un palier qu'ils ne veulent pas accepter et qu'ils veulent rester à ce palier-là, bon, bah, on peut pas leur dire, on va pas faire une putsch et leur dire, ah, bah non, on va le faire quand même, tu vois. Parce que bah, déjà, ça poserait plein de problèmes et ça pourrait discréditer la droite et l'extrême droite. Mais je pense que les Français sont prêts à accepter leurs racines chrétiennes, à accepter beaucoup de choses, tu vois, de ce point de vue-là déjà, religieux. Ils accepteraient la rémigration totale? Pas totale. C'est-à-dire que pour moi, peut-être qu'ils accepteraient déjà, et je pense que 80% de la population, et c'est le cas, voudraient que tous les clandestins qui n'ont pas de papier repartent chez eux. C'est-à-dire que actuellement, je crois qu'il y en a, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais il y a à peu près 200 personnes qui n'ont pas qui n'ont pas les papiers, qui sont renvoyées par an, ce qui est très peu par rapport aux milliers, aux centaines de milliers de personnes sans papier qui viennent en France. Et bien pour moi, il faudrait vraiment repointer cet axe et vraiment, ça pourrait nous aider d'un point de vue déjà sécurité sociale parce que ça nous coûte plus de 2 milliards par an juste pour les sans-papiers. Alors, qu'est-ce que ça donne avec les gens qui ont les papiers, qui viennent à peine d'arriver, mais qui vont jamais travailler en France, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils voudront totalement, mais je dirais que ceux qui sont illégalement et qui n'aiment pas la France et qui ne veulent pas apporter de l'intérêt aux Français et à la France, je pense qu'ils seraient prêts à leur dire, ben, effectivement, on souhaite une réimmigration pour ces gens-là, tu vois. Ce qui est logique, comme la Suisse. Si tu n'arrives pas à t'intégrer en Suisse, ben, d'un moment, ils te disent, ben, veuillez repartir chez vous, comme le Canada. Si tu n'arrives pas à t'intégrer au niveau de la société, avec le boulot, etc., bah, au bout d'un moment, ils te disent c'est bien gentil de venir dans le pays, nous apporter du PIB, mais pour l'instant, vous ne nous apportez pas de fric, quoi. Vous êtes là juste en augmentant artificiellement la population, mais vous n'apportez rien au pays. Et je pense que ça va arriver vers ce modèle-là, tu vois. Pas totalement, mais plus vers ce modèle-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Mais ce ne sera pas suffisant. De toute façon, on va dénaturer la substance génétique de notre peuple si on continue à vivre avec des gens d'origine extra-européenne en si grand nombre. D'un côté, oui et non. Tu vois, Charles de Gaulle avait dit qu'il fallait pas plus de 8%, je sais pas quoi. Pour moi, ça serait encore moins. Mais si c'est bien encadré, si c'est fait de manière correcte, je pense que déjà on pourrait facilement enlever, allez, je dirais 75% de l'immigration, parce que bah, déjà les gens qui viendraient vraiment, en fait, si tu veux, pour moi, ça ne me dérange pas un mec qui vient d'un pays italien, espagnol ou maghrébin, ça dépend bien évidemment de la volonté qu'il a, à venir pour aider, tu vois, pour amener la pierre à son édifice et aider les Français et les Françaises, etc. Le problème, c'est que c'est pas le cas de tous. Voilà, moi par exemple, j'ai travaillé en logistique pendant une période dans une grande chaîne qui est honnête. Eh bien, là-bas, tu avais des personnes de 50 balais qui avaient leurs enfants, etc., qui venaient du Maroc et tout, mais tu les voyais, genre, ils portaient des palettes à 50 kilos, tu vois, et
Et ça, c'était des gens, quand tu leur parlais, genre, ils disaient, je suis très content d'être ici parce que on a du boulot, on peut faire nourrir notre famille, on se sent utile, etc. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'est vraiment très peu de la population. Tu vois, le reste ne pense pas comme ça. Hein. 75% ne pensent pas comme ça. Et quand tu leur parles de patriotisme, ils ont envie de te vomir dessus, tu vois. Donc, bon. Ils sont assez spéciaux. Hein. Ouais. Ça, voilà. Après, c'est la question sur la réimmigration, pour le coup. Hein. Mais Henri de Lesquen en parle très bien, d'ailleurs. Hein. C'est intéressant. C'est intéressant, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, le fait qu'il y ait, par exemple, t'accepterais une personne qui, par exemple, même n'a pas ton ethnie, mais qui vraiment veut, entre guillemets, se déméner et tout, pour l'économie, pour les Français et tout. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ces gens-là? Ça dépend en fait de plein de choses. Ça dépend de sa motivation. Ça dépend aussi de son niveau de qualification. Et pas nécessairement que du niveau, parce que, par exemple, quelqu'un peut avoir une très basse qualification, mais comme il fait, par exemple, des choses excellentes en chaudronnerie, il est très doué en chaudronnerie et qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui l'égale, bon, évidemment que ça pèse, un peu comme s'il avait bac+8. Mais bon, on va dire, on regarde beaucoup de choses en fait, et il faut aussi regarder le nombre de personnes, d'extra-européens de telle origine qu'on peut supporter quelque part. C'est plein de paramètres. Hein. Et pour combien de temps aussi? Est-ce qu'on va le garder toute la vie et le laisser prospérer en France? Effectivement, après ça dépend, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que par exemple, par rapport à la Première Guerre mondiale, quand on a fait appel, donc suite au bombardement, notamment à Verdun ou autre, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire appel aux Polonais, aux Italiens, aux Espagnols. Et par exemple, moi, j'ai une partie de ma famille qui est venue de l'immigration italienne, tu vois. Donc, qui est venue en France, qui a travaillé. Bon, voilà, ils étaient qualifiés en maçonnerie, donc ils sont restés dans le bâtiment. Surtout qu'il y avait du boulot à l'époque. Et puis, les gens, une fois qu'ils ont fait leur boulot, ben, ils sont partis parce que c'était pas très intéressant d'un point de vue aussi sur le regroupement familial. Tu vois, déjà, juste sur ça, c'est un truc qui nous a flingués et qu'il faut absolument enlever. Hein. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, ben, on va faire appel à nos colonies, parce que bon, l'Algérie, à l'époque, c'était une colonie, hein, colonie française. Et encore une fois, on fait rappeler les Polonais, les Italiens, les Espagnols. Fin de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Le pays se reconstruit. Quand même, ils nous ont bien aidés. Faut pas dire le contraire, forcément. Et les seules personnes qui partent suite à ça, c'est encore une fois les Polonais, les Italiens et les Espagnols. Et ce qui est resté, je dirais une dizaine d'années avant que le regroupement familial arrive, et ben c'est les Maghrébins et aussi les Marocains. Mais c'est parce que, surtout pour les Algériens, c'était une colonie française. Et donc, certains Français, surtout de gauche socialiste à l'époque, considéraient qu'ils avaient le droit d'avoir le droit du sol par le simple fait qu'ils ont reconstruit la France. Et c'est là que ça a posé problématique. C'est pas cette génération-là, c'est la génération d'après qui est arrivée. Et moi, si tu veux, genre un mec, parce que où j'avais bossé, il y en avait qui avaient 50, 60 ans, il y en avait un qui avait 62 ans, il travaillait encore à soulever des palettes. Eh ben, il me disait, le problème, c'est que c'est la génération qui est maintenant, qui a votre âge, qui est une génération qui n'aime pas le pays, qui ne comprend pas ce qui s'est passé et qui n'accepte pas déjà leur origine. C'est-à-dire que des origines, ça reste des origines, point barre, que c'est pas une nationalité, et aussi que le fait que c'est grâce à la France qu'ils sont là. Et c'est certains, même eux qui me le disent, quoi, tu vois, c'est l'ancienne génération. C'est là que je pense qu'il y a un problème générationnel aussi, tu vois, je pense qu'il y a un problème générationnel aussi. Voilà. Ouais, mais en fait, ouais, c'est quand tu vois les grands-parents des générations de Maghrébins qui ont notre âge, eux, leurs grands-parents à eux, ils sont plutôt, ils sont plutôt respectueux, tu vois, ils sont plutôt, on va dire, ils ont je sais pas, ils ont gardé des bonnes valeurs familiales, ils ont un bon esprit civique et tout ça, un bon respect des autres. Alors que nous, c'est l'inverse, c'est que
quand on regarde nos grands-parents ou bien nos parents, ça dépend. Bah souvent, ils font partie des boomers, tu vois. C'est ça, le pire, c'est que c'est vrai. Mais oui. C'est vraiment, on est un peu mal tombé. En plus, on est mal compris de ces personnes-là qui ont tendance plutôt à voter soit au centre, soit à gauche, ou à la rigueur à la droite molle. Dans ces passions. Ils veulent pas comprendre qu'on puisse, qu'on veuille retrouver un État où ethniquement, culturellement et religieusement, ça redevient homogène comme avant. Ils n'arrivent pas à le comprendre, ils n'arrivent pas à le saisir. Et pourtant, je dirais même que les plus gros nationalistes sont eux-mêmes. C'est-à-dire que tu vas dans leur pays, ta femme ne met pas de djellaba, ils le prennent mal. Hein. C'est incroyable. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment le pot-au-feu, quoi. La carotte, elle est bonne, mais tu peux pas boire le jus parce que le jus il est empoisonné, tu vois. Et aussi un truc qui est incroyable, c'est par exemple des fois je vais sur les marchés. Donc il y a certains marchés dans la ville où mon candidat se présente qui sont considérés comme chauds. C'est des zones 3 au niveau de la France. Les zones 3, ça commence à être chaud, tu vois. Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a des petits vieux et alors il y a des boomers dans notre équipe, hein, forcément, mais qui ne veulent pas les tracter vers les petits vieux, tu vois, petits vieux maghrébins et tout, alors que bon, on devrait, tu vois, faut aller vers tout le monde. Eh bien, quand je suis allé voir certaines personnes, ils disaient ah, je suis content, je j'ai pas votre étiquette, mais ce qui est très bien, c'est que ce soit des jeunes qui reprennent la relève. On a besoin de vous, etc. C'est à vous de reconstruire le pays maintenant, de reprendre des forces, etc. Et c'est vraiment un problème générationnel. Et c'est flippant. Hein. D'ailleurs, il suffit de voir comment se comporte la nouvelle génération sur Snapchat, Instagram, etc. Et tu as bien compris qu'il y a un problème. Hein. Ils n'ont aucun respect. Déjà, leur parler de patriotisme, ils ont envie de te cracher dessus. Alors, parler de nationaliste, t'es considéré comme un facho et un raciste direct, tu vois. Ouais. Il y a vraiment l'avantage, c'est que, contrairement à notre génération, eh ben, eux, ils n'ont pas abandonné l'islam. Tu vois, ils n'ont pas abandonné la religion de leurs grands-parents. Alors que nous, dans notre génération, quasiment presque tout le monde a abandonné le catholicisme, tu vois. Après, d'un côté, il y a tout qui a été fait pour rencontrer le catholicisme. Déjà, juste un truc tout con. Par exemple, quand tu discutes avec des gens, on va dire, allez, typé athée, tu vois, j'aime pas dire typé, machin, bref, typé athée, bien, quand tu vas discuter avec lui, il va te faire beaucoup de blagues sur le prêtre pédophile, tu vois, genre le fameux prêtre pédophile, alors que c'est un cas tous les 60 ans, tu vois, enfin bon, bref. Et moi, ce que je trouve... Un cas tous les 5 ans en France. Comment ? Un cas tous les 5 ans en France. Ah, un cas tous les 5 ans ? Ouais. Avéré ou pas avéré, ou enfin, je veux dire, sous suspicion ou pas ? C'est Nous Vivre qui a rapporté les statistiques. Ok, ouais. Bon, bref. Et dans tous les cas, tu vois, on va te faire encore et encore cette blague. A contrario, par contre, la blague sur le salafiste qui recrute pour le djihad, tu vois, on te le fait moins, en fait, tu vois. Il y a vraiment une faveur envers l'islam. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois, c'est qui Zineb, celle qui a une fatwa sur la tête, ouais. là. Je connais. Cette nana disait si bien, d'ailleurs, qu'il y a une religion incritiquable et une autre où on peut la critiquer à porte ouverte. C'est pour ça que d'ailleurs Charlie Hebdo s'est fait grandement plaisir après s'être fait attaquer par les frères Kouachi. Ils ont été très contents de critiquer pendant longtemps le christianisme, tu vois, et ils ont vraiment évité de reparler de Mohamed, tu vois. Donc c'est qu'il y a vraiment une porte ouverte qui est très facile à critiquer une certaine religion et une autre où on la préserve, on la chouchoute. Mais ça va faire comme les problèmes avec les LGBT, les véganes, c'est que ça va prendre de l'ampleur et le jour où ça prendra trop d'ampleur, les Français en auront marre. Et ça sera plus un vote qui se passera parce que ça sera déjà pas un vote, mais ça sera peut-être quelque chose comme une guerre civile ou une guerre idéologique. Et ça, j'en suis sûr que ça peut arriver, une guerre idéologique entre l'islam et les Français qui en ont marre. Et que d'ailleurs, ça doit être de droite, de gauche ou autre, hein, parce qu'il y a des mecs de gauche qui en ont marre de l'islam. C'est rare, mais voilà. Oui, il y en a, ouais. Mais ils finissent par aller voir Daniel Conversano ou Zemmour. Oui, exactement. Ouais, de toute façon, ils se dirigent toujours vers ça ou vers Alain Soral pour l'égalité et la réconciliation. Enfin, bon. La soumission.
Ouais, c'est égalité et soumission. Ouais. Donc voilà. Par contre, je vais devoir y aller si ça te dérange pas. Ah non, c'est bon. Mais tu reviendras si tu veux. Oui, bah écoute, si tu veux, demain soir, on peut se refaire un live si tu souhaites. Ok. Voilà, bah, ça a été un plaisir de te parler, du coup, de te rencontrer pour l'occasion, c'était cool. Hein. C'est voilà, Hmm. intéressant. Allez, merci. Allez, merci à toi, ciao, ciao.